Je m'appelle Manon, j'ai 34 ans, et je me tiens sur le seuil de la porte de mes parents, serrant dans mes mains un cadeau parfaitement emballé et une tarte aux pommes faite maison. L'odeur du rôti de dinde flotte dans l'air tandis que des chants de Noël résonnent doucement en arrière-plan. Malgré des années de tension familiale, j'étais arrivé avec l'espoir que cette année serait différente. Je n'aurais jamais imaginé finir de retour dans ma voiture, les larmes coulant sur mon visage, après que mon frère, Théo, m'ait lancé avec un sourire narquois, « Pourquoi gaspillerais-il une place pour toi ?» Avant de vous raconter la suite, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous vous êtes déjà senti exclu par votre famille pendant ce qui devrait être le moment le plus joyeux de l'année. Grandir en tant qu'enfant du milieu, entre Théo, 37 ans, et Léa, 31 ans. M'a appris très tôt que les dynamiques familiales ne sont pas toujours justes. Dès la naissance de Théo, il fut l'enfant prodige aux yeux de nos parents, Bernard et Sylvie Dupont. Ils avaient une hiérarchie claire de l'affection, avec Théo en haut, Léa comme le bébé adorable, et moi quelque part au milieu invisible. Mon premier souvenir de la cruauté de Théo remonte à la première année de primaire. J'avais passé des semaines à travailler sur un projet artistique pour la kermesse de l'école. C'était un diorama détaillé de notre quartier, avec de minuscules maisons et des arbres en papier. La nuit précédant la kermesse, je l'ai trouvé détruit, déchiré et éparpillé sur le sol de ma chambre. Quand mes parents ont accouru pour voir ce qui s'était passé, Théo était déjà là, secouant tristement la tête. « Manon s'est fâchée parce que son projet n'était pas assez bon », a-t-il menti avec aisance. J'ai essayé de l'aider à le réparer, mais elle m'a repoussé. Malgré mes dénégations en larmes, mes parents l'ont cru. Ils le croyaient toujours. Cette nuit-là, je me suis endormi en pleurant tandis que mon père aidait Théo à construire son propre projet dans le garage. Le lendemain, Théo a remporté la première place avec un projet que mon père avait en grande partie créé, tandis que je me suis présenté les mains vides. Ce schéma a continué tout au long de notre enfance. Quand j'ai eu les félicitations en 6e, Théo a dit à nos parents que j'avais triché aux examens. Quand j'ai été invité au bal de fin d'année par le garçon que j'aimais depuis des années, Théo lui a mentionné avec désinvolture que j'avais parlé d'un autre garçon. Mon cavalier a annulé 3 jours avant le bal. L'université aurait dû être mon évasion, mais les vacances familiales et les pauses estivales signifiaient un retour au même environnement toxique. Pendant ma 2e année, j'ai ramené Julien, mon premier petit ami sérieux. Théo a passé tout le week-end à raconter des histoires embarrassantes sur moi, la plupart étant exagérées ou entièrement inventées. Julien a rompu avec moi une semaine plus tard. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste dans un prestigieux cabinet d'architecture à Paris. Lors des réunions de famille, chaque fois que j'essayais de partager mes réalisations, Théo m'interrompait avec ses propres nouvelles ou changeait complètement de sujet. Si je concevais un nouveau bâtiment de bureau, Théo venait de conclure une plus grande affaire immobilière. Si je recevais une promotion, Théo venait d'acquérir une nouvelle propriété d'investissement. Ma relation avec ma cousine, Chloé, a ajouté une autre couche de douleur aux dynamiques familiales. Nous avions été proches, presque comme des sœurs, jusqu'au décès de grand-mère Rose il y a 5 ans. Grand-mère m'avait toujours promis son médaillon en argent ancien, un bijou de famille transmis de génération en génération. Elle m'avait raconté des histoires à son sujet tout au long de mon enfance, expliquant comment il avait voyagé de Bretagne avec nos ancêtres. Le jour après les funérailles de grand-mère, je suis allé dans sa chambre pour récupérer le médaillon, seulement pour découvrir qu'il avait disparu. Plus tard dans la journée, je l'ai aperçu autour du cou de Chloé. Quand je l'ai confrontée, elle a affirmé que grand-mère le lui avait donné en privé. Malgré le fait que c'était un mensonge, ma famille a pris le parti de Chloé. Ma mère a suggéré que j'étais confuse par le chagrin, tandis que mon père m'a dit de ne pas faire de scène à un moment aussi difficile. Depuis, à chaque réunion de famille, Chloé porte ce médaillon, un rappel constant de ce qui m'a été volé et de la façon dont ma famille valorisait peu la vérité quand elle venait de mes lèvres. L'année dernière avait été particulièrement difficile. J'ai reçu une promotion importante au travail, devenant la plus jeune architecte senior de mon cabinet. J'ai acheté un magnifique appartement à Paris avec vue sur le parc des Buttes-Chaumont. J'ai été présenté dans un magazine d'architecture pour mes concepts de design innovants et durables. Pourtant, au dîner de Noël, ma famille a passé tout le repas à discuter de la nouvelle maison de vacances de Théo et des projets de mariage de Léa. Ma promotion n'a été mentionnée que brièvement, ma mère changeant rapidement de sujet pour demander à Théo des nouvelles de son match de golf. Après ce Noël, j'ai commencé à consulter le docteur Fournier, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux.
Nos séances m'ont aidé à reconnaître les schémas de manipulation et d'abus émotionnels que j'avais normalisés. Le docteur Fournier a suggéré que je pose des limites, peut-être même que je prenne une pause des réunions de famille jusqu'à ce que je me sente plus forte. Mais, ce sont toujours ma famille, avais-je insisté. Si je pouvais juste les faire me voir vraiment, peut-être que les choses pourraient changer. L'expression du docteur Fournier était compréhensive, mais dubitative. Parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que la famille à laquelle on est né, a-t-elle dit doucement. Pourtant, j'ai décidé d'essayer une dernière fois avec Noël. J'ai passé des semaines à préparer les cadeaux parfaits, pour ma mère, une écharpe artisanale dans sa couleur préférée, le bleu profond, pour mon père, une première édition de son roman policier favori, pour Léa, un album photo personnalisé de ses préparatifs de mariage, et pour Théo, quelque chose de spécial, quelque chose qui avait nécessité une planification minutieuse. Sous l'élégant papier cadeau se trouvait une collection de preuves que j'avais accumulées au fil des ans. Des emails qu'il avait envoyés pour me miner auprès des membres de la famille, des captures d'écran de messages où il admettait avoir menti sur moi, un enregistrement du Noël dernier où il décrivait d'une manière moqueuse à quel point il était facile de monter nos parents contre moi. Et enfin, une note expliquant que ce serait ma dernière tentative pour leur montrer qui il était vraiment. J'avais débattu pendant des semaines de l'opportunité d'apporter ce cadeau. Le docteur Fournier m'avait averti que les confrontations changent rarement des dynamiques familiales profondément enracinées. Mais une partie de moi avait besoin d'essayer, de faire un dernier acte avant de potentiellement m'éloigner pour toujours. Alors, le matin de Noël, j'ai rempli ma voiture de cadeaux soigneusement emballés, d'une tarte aux pommes faite maison selon la recette de grand-mère Rose, et j'ai espéré que peut-être cette année serait différente. Je suis allé chez mes parents, dans leur maison de banlieue près de Lyon, avec des papillons dans le ventre, répétant ce que je dirais si Théo commençait ses tactiques habituelles. Ce à quoi je ne m'étais jamais préparé, c'était d'apprendre que je n'étais même pas digne d'une place à table. Je suis arrivé à la maison de mes parents, une charmante demeure de style bourgeois, à 15h pile, l'heure prévue pour le dîner de Noël. La maison ressemblait à une couverture de magazine de vacances, avec des lumières blanches scintillantes dessinant les contours du toit et des fenêtres, une couronne ornée de baies rouges sur la porte d'entrée et 2 sapins de Noël parfaitement symétriques flanquant l'entrée. Avant de sonner, j'ai pris un instant pour vérifier mon apparence dans le miroir de ma voiture. J'avais pris le temps de me préparer, vêtu d'une robe vert forêt qui complétait mes cheveux roux que j'avais coiffés en vagues souples. Mon maquillage était discret mais soigné. J'avais bonne allure, confiante, professionnelle, la version de moi-même que je voulais que ma famille voie enfin et respecte. La porte s'est ouverte, révélant ma mère, élégante comme toujours dans un pull en cachemire rouge et des boucles d'oreilles en perles. « Manon », dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Tu es pile à l'heure. » L'observation semblait plus une accusation qu'un compliment. Je suis entré, les bras chargés de cadeaux et de ma tarte. Ma mère a accepté le dessert avec un merci désinvolte avant de disparaître dans la cuisine sans proposer d'aider avec les cadeaux ou de prendre mon manteau. Dans le salon, une scène très différente se déroulait. Mon père étreignait avec enthousiasme Léa et son mari, Antoine, riant de quelque chose qu'Antoine avait dit. « C'est mon gendre », s'exclama-t-il, tapant Antoine dans le dos. De l'autre côté de la pièce, Théo tenait la cour avec nos tantes et oncles, gesticulant avec animation tandis qu'ils écoutaient avec une attention captivée. Sa femme, Sophie, se tenait à ses côtés, sa main posée de manière possessive sur son bras, un bracelet en diamant captant la lumière du lustre. « Manon est là », annonça ma mère d'une voix neutre en revenant de la cuisine. Quelques têtes se tournèrent vers moi, offrant des sourires superficiels et des signes de la main distraits avant de reprendre leur conversation. Seule Léa s'écarta pour me donner une brève étreinte. « Jolie robe », dit-elle avant de baisser la voix. « Juste pour que tu saches, maman est stressée par le dîner toute la journée, alors peut-être ne parle pas de boulot. La dernière fois que tu as parlé de ta promotion, elle a eu une migraine pendant 2 jours. » Avant que je ne puisse répondre, Chloé entra dans la pièce avec son nouveau petit ami. « Tout le monde, voici Julien », annonça-t-elle. La famille se pressa autour d'eux, posant des questions et offrant des boissons. Autour du cou de Chloé, captant la lumière du sapin de Noël, pendait le médaillon en argent de grand-mère Rose. J'ai posé mes cadeaux sous le sapin et me suis dirigé vers un groupe de parents, tentant de me joindre à leur conversation sur leur récent voyage. Ma tante Christine décrivait sa croisière en Méditerranée lorsque je m'approchai. « Ça a l'air incroyable », dis-je pendant une pause. J'ai fait des recherches sur les options de tourisme durable pour mes prochaines vacances. Ma tante me regarda,
hocha vaguement la tête, puis se tourna légèrement pour m'exclure du cercle. Bref, comme je le disais à propos des îles grecques. Ce schéma se répéta tout au long des discussions d'avant-dîner. Les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais, les membres de la famille s'excusaient pour aller se servir à nouveau, les questions sur ma vie étaient superficielles et brèves, immédiatement redirigées vers des sujets plus intéressants. Quand vint le temps des photos de famille, ma mère organisa tout le monde devant la cheminée. Théo et Sophie au centre. Elle dirigea Léa et Antoine à gauche, Chloé et Julien à droite. Elle positionna tante, oncle et cousin autour d'eux, puis recula pour évaluer l'arrangement. « Maman, dis-je doucement, où dois-je me tenir ?» Elle cligna des yeux comme si elle venait de se souvenir de ma présence. « Oh, Manon, pourrais-tu prendre la photo ? Tu es si douée pour ce genre de choses. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai pris l'appareil, capturant plusieurs clichés de ma famille souriante tandis que je restais invisible derrière l'objectif. Plus tard, alors que j'aidais à disposer les amuse-gueules sur le buffet de la salle à manger, Théo s'approcha. Il me regarda de haut en bas avec ce sourire narquois familier. « Le vert est certainement un choix audacieux pour ton teint, dit-il assez fort pour que les proches l'entendent. Mais je suppose que les cabinets d'architecture ne privilégient pas vraiment le sens de la mode, n'est-ce pas ?» J'ai forcé un sourire. « Comment va le marché immobilier, Théo ? J'ai entendu dire que les taux d'intérêt ont rendu les choses difficiles. » Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Pour les amateurs, peut-être. Mon portefeuille n'a jamais été aussi solide. » Il se pencha plus près, sa voix baissant. « Comment va ta thérapie ? Maman a mentionné que tu recevais de l'aide pour tes problèmes. » La chaleur me monta au visage. Mes séances de thérapie étaient privées. Je n'avais dit cela à ma mère qu'en toute confiance, lors d'un rare moment où elle avait semblé réellement préoccupée par moi. « Je vais très bien, merci, » répondis-je sèchement, arrangeant des champignons farcis sur un plat avec plus de force que nécessaire. Théo gloussa, satisfait d'avoir provoqué une réaction. « Contente de l'entendre. Nous sommes tous très préoccupés par ta stabilité. » Il me tapota l'épaule de manière condescendante avant de rejoindre sa femme de l'autre côté de la pièce. J'aperçus Chloé, touchant le médaillon en riant de quelque chose que Julien avait dit. Nos regards se croisèrent brièvement et je crus déceler un éclair de culpabilité avant qu'elle ne se détourne délibérément. Alors que l'après-midi avançait, je commençais à remarquer quelque chose d'étrange dans la disposition de la salle à manger. Ma mère était une adepte de la tradition, utilisant toujours sa plus belle porcelaine, ses verres en cristal et ses couverts en argent pour les repas de fête. La table était déjà magnifiquement dressée avec la vaisselle de Noël, des serviettes assorties pliées en signe parfait et des marque-places à chaque endroit. Je fis le tour de la table, comptant les places et cherchant mon nom, 10 couverts, 10 chaises. 12 personnes, moi comprise. Mon marque-place était introuvable. Maman, dis-je en la trouvant dans la cuisine, arrosant la dinde. Je ne vois pas mon marque-place à table. Elle garda les yeux sur le four. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, Manon. Pourquoi ne te rendrais-tu pas utile et ne remplirais-tu pas le seau à glace ? Un sentiment de malaise s'installa dans mon estomac tandis que je m'exécutais. Lorsque je revins avec la glace, j'entendis ma mère chuchoter à ma tante dans le couloir. Je ne sais pas pourquoi elle fait tant d'histoires, disait ma mère. Ce n'est pas comme si elle appréciait jamais ces rassemblements de toute façon, toujours assise là avec cette expression sur son visage. Mais Sylvie, répondit ma tante, sûrement qu'il y a de la place pour ajouter une chaise. Ma mère soupira dramatiquement. Le dos de Bernard le fait souffrir, il a besoin d'espace à table. Et Théo a spécifiquement demandé de garder les choses intimes cette année. Tu sais ce qu'il pense de l'attitude de Manon. Elle se tue en me voyant là, seau à glace en main. Ma tante eut au moins la grâce de paraître embarrassée, tandis que ma mère prit simplement la glace et s'éloigna. Je me suis réfugié dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi. En me regardant dans le miroir, je me suis demandé comment j'avais pu être si naïve. J'étais venu espérant l'acceptation, une place dans ma famille, alors qu'ils avaient déjà décidé que je n'en méritais pas une. Littéralement. Prenant une profonde inspiration, j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide et j'ai remis mon rouge à lèvres. J'avais deux choix, partir maintenant et préserver le peu de dignité qu'il me restait, ou rester et aller jusqu'au bout de cette humiliation. J'ai pensé au cadeau de Théo, posé innocemment sous le sapin. J'ai pensé aux années d'exclusion et de manipulation mentale. J'ai pensé aux mots du docteur Fournier sur la famille que l'on choisit.
Puis j'ai redressé mes épaules, déverrouillé la porte de la salle de bain et me suis dirigé vers le salon. J'irai jusqu'au bout, d'une manière ou d'une autre. Ce Noël serait différent. Le dîner est servi. La voix de ma mère retentit de la salle à manger à 17 heures précisément. Les membres de la famille commencèrent à se diriger vers les délicieuses odeurs, verre à la main, les conversations se poursuivant sans interruption. La salle à manger était une vision de perfection festive. La table en acajou brillait sous la douce lumière du lustre, qui avait été ornée de brins de houx. Un chemin de table rouge et vert s'étendait au centre, décoré de pommes de pin, de bâtons de cannelle et de miniatures d'ornements dorés. De hautes bougies rouges dans des bougeoirs en argent offraient une lueur chaude et vacillante qui se reflétait sur les verres en cristal à chaque couvert. La porcelaine de Noël, que ma mère n'utilisait qu'une fois par an, présentait des bordures de houx peintes à la main autour d'assiettes de couleur crème. Chaque serviette était pliée en forme de sapin de Noël avec de petits ronds de serviettes en étoiles argentées au sommet. Des marque-places écrits dans la calligraphie élégante de ma mère indiquaient la place assignée à chaque personne. Le centre de table était un arrangement luxuriant de roses rouges, de lys blancs et de branches de pin, professionnellement conçu et livré ce matin-là, selon les commentaires précédents de ma tante. Tout était méticuleusement arrangé, chaque détail considéré et parfait. Tout le monde commença à trouver sa place, s'exclamant devant la beauté de la table. Mon père prit sa place à la tête, ma mère aux pieds. Théo et Sophie étaient assis à la droite de mon père, la position d'honneur. Léa et Antoine s'assirent à la droite de ma mère. Chloé et Julien furent placés en face de Théo et Sophie, tandis que ma tante et mon oncle complétaient l'arrangement. Je me tenais maladroitement au seuil de la salle à manger, attendant que quelqu'un remarque le problème évident. Personne ne le fit. Ou plutôt, personne ne choisit de le reconnaître. Finalement, alors que tout le monde s'installait sur sa chaise, ma tante Christine leva les yeux vers moi, toujours debout dans l'embrasure de la porte. Une expression de malaise traversa son visage avant qu'elle ne détourne rapidement le regard, soudainement très intéressée à redresser sa serviette. « Maman, dis-je, ma voix étrangement calme malgré les battements de mon cœur, où dois-je m'asseoir ?» Un silence tomba sur la table. Ma mère interrompit son geste de servir la purée de pommes de terre, son expression momentanément figée avant de se transformer en un sourire étudié. « Oh Manon, dit-elle légèrement, comme si elle s'adressait à un inconvénient mineur plutôt qu'à une profonde exclusion. La table est assez pleine avec tout le monde ici. J'ai pensé que tu pourrais manger dans la voiture. C'est juste pour aujourd'hui. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des cristaux de glace, tranchants et froids. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Autour de la table, les regards tombèrent sur les assiettes, les verres à vin devinrent soudain des objets d'étude fascinants. Puis Théo, enhardi par le silence, me regarda directement avec ce sourire narquois familier de supériorité. « Pourquoi gaspillerions-nous une place pour toi ?» demanda-t-il, son ton désinvolte mais ses yeux brillants de malice. La pièce sembla légèrement s'incliner. J'agrippai le cadre de la porte pour me stabiliser, regardant chaque visage, cherchant quelqu'un, n'importe qui prendrait ma défense. Mon père fixait intensément son assiette, coupant méthodiquement un morceau de dinde sans lever les yeux. Léa se mordit la lèvre, ses yeux allant de moi à Théo, mais elle resta silencieuse. Sophie, la femme de Théo, eut la décence de paraître mal à l'aise, mais elle posa sa main sur la sienne sur la table, en signe de solidarité. Chloé toucha le médaillon de grand-mère à son cou, puis laissa rapidement tomber sa main quand elle me remarqua en train de la regarder. Julien, manifestement confus par la tension, regarda Chloé pour une explication, mais elle se contenta de secouer légèrement la tête. Ma tante et mon oncle échangèrent des regards mais ne dirent rien. Ma mère continua à servir la nourriture comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, comme si suggérer à sa fille de manger le dîner de Noël seule dans une voiture froide était parfaitement normal. J'ai regardé à nouveau autour de la table, observant chaque détail. Tout le monde avait une place, tout le monde sauf moi. Même Chloé, qui m'avait volé quelque chose de précieux et n'avait jamais eu à en subir les conséquences, était confortablement assise parmi les siens, acceptée et incluse. Mon visage brûlait d'humiliation, mon estomac était creux. Je sentais les larmes monter, mais je refusais de donner à Théo la satisfaction de me voir pleurer. Au lieu de cela, je pris une lente et profonde inspiration, sentant quelque chose changer en moi. Pendant des années, j'avais cherché l'approbation de ces personnes. J'avais trouvé des excuses pour leur comportement, je m'étais reproché de ne pas être assez aimable, j'avais essayé de plus en plus fort de gagner une place dans leur cœur.
Et voici la manifestation littérale de ma position dans la famille depuis toujours, il n'y avait pas de place pour moi à leur table. Il n'y en avait jamais eu. J'ai jeté un coup d'œil vers le sapin de Noël dans le salon, où mes paquets soigneusement emballés reposaient. Parmi eux se trouvait le cadeau de Théo, celui que j'avais longuement débattu d'offrir, celui qui contenait la preuve d'années de manipulation et de cruauté. À cet instant, debout, exclu dans l'embrasure de la porte de la maison de mon enfance, tandis que ma famille s'apprêtait à savourer le dîner de Noël sans moi, quelque chose se cristallisa dans mon esprit. Ce n'était pas un simple faux pas ou une omission. C'était l'aboutissement d'une vie entière à être traité comme moins que rien, comme indésirable, comme le membre de la famille qu'ils toléraient plutôt qu'ils aimaient. Et pour la première fois, je ne ressentis pas le poids écrasant du rejet. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose de tout à fait différent, la clarté. Je me suis souvenu d'avoir placé le cadeau de Théo à un endroit avant le dîner, glissant la petite enveloppe sous son assiette en aidant à mettre la table. Personne ne l'avait remarqué. Personne ne remarquait jamais ce que je faisais, à moins que ce ne soit pour critiquer. J'ai regardé de nouveau la table, l'expression suffisante de mon frère, l'évitement délibéré de ma mère, la lâcheté de mon père, Chloé portant le médaillon de ma grand-mère, l'espace vide où j'aurais dû être assise. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Debout dans cette embrasure de porte, exclu de mon propre dîner de Noël en famille, un étrange calme descendit sur moi. C'était comme si je regardais la scène de l'extérieur de mon corps, voyant avec une clarté parfaite ce qui avait toujours été vrai. Ce n'était pas un nouveau comportement, c'était simplement la version la plus honnête de ce qui s'était passé toute ma vie. Des souvenirs défilèrent rapidement dans mon esprit, 7 ans, attendant seul après le cours de ballet parce que mes parents avaient oublié de venir me chercher, trop occupés à assister au match de baseball de Théo, 12 ans, déjeunant seul dans les toilettes de l'école après que Théo ait dit à tout le monde que j'avais des poux, 16 ans, ne pas être autorisé à aller au bal de fin d'année parce que Théo avait prétendu m'avoir vu fumer derrière le gymnase, une fabrication totale. Ma remise de diplôme universitaire, où mes parents étaient partis tôt parce que Théo prétendait avoir une intoxication alimentaire, des promotions professionnelles accueillies avec indifférence, des vacances où mes cadeaux étaient ouverts en dernier et avec un enthousiasme minimal. Le schéma était indéniable. J'avais passé des décennies à trouver des excuses pour leur comportement, me disant que si seulement j'accomplissais plus, parlais plus éloquemment, m'habillais plus convenablement, d'une manière ou d'une autre, je gagnerais enfin leur amour et leur respect. Mais en me tenant là, les regardant commencer à manger comme si mon exclusion était la chose la plus naturelle du monde, j'ai enfin compris, rien de ce que je pourrais faire ne serait jamais suffisant, parce que le problème n'avait jamais été moi. Une curieuse chaleur se répandit dans ma poitrine, remplaçant la froide douleur du rejet. Ce n'était pas exactement du bonheur, c'était quelque chose de plus puissant. La libération. La liberté qui vient avec le fait de finalement reconnaître une vérité douloureuse au lieu de la fuir. Les mots du docteur Fournier de notre dernière séance résonnèrent dans mon esprit. La décision de Manon. Sous l'assiette de Théo se trouvait l'enveloppe que j'avais soigneusement placée plus tôt. À l'intérieur se trouvaient les preuves que j'avais recueillies au fil des ans de sa manipulation, des captures d'écran de messages où il se vantait auprès d'amis de monter nos parents contre moi, des emails qu'il avait envoyés à des membres de la famille, semant le doute sur mon caractère et ma stabilité, un enregistrement du Noël précédent où il admettait avoir délibérément saboté mes relations, et une copie du testament de grand-mère Rose, me léguant spécifiquement son médaillon, un document que la famille n'avait jamais vu parce que Théo l'avait intercepté. J'avais rassemblé ces pièces méticuleusement, prévoyant initialement de confronter toute la famille pour les forcer à voir la vérité sur leur fils en or. J'avais imaginé des larmes, des excuses, une réconciliation dramatique, le fantasme d'être enfin accepté comme un membre égal de la famille. Mais maintenant, les regardant tous si à l'aise dans mon exclusion, je réalisais que ce fantasme n'avait toujours été que cela, un fantasme. Même avec des preuves irréfutables, ils trouveraient un moyen d'excuser Théo, de me blâmer, de maintenir la mythologie familiale dans laquelle ils avaient investi pendant des décennies. J'ai considéré mes options. Je pouvais faire une scène, jeter les preuves sur la table et exiger une reconnaissance. Je pouvais fondre en larmes, faisant appel à toutes les bribes d'empathie qu'il pourrait posséder. Je pouvais prendre l'assiette de Théo et la jeter contre le mur, des décennies de colère refoulées trouvant enfin leur libération. Mais chacun de ces scénarios leur donnait du pouvoir sur moi, chacun faisait de moi l'instable, le problème à gérer, chacun renforcerait le récit que Théo avait si soigneusement construit. Ou je pouvais choisir un chemin différent. Je pouvais reconnaître que je méritais mieux que de me battre pour des miettes d'affection de la part de personnes qui avaient démontré à maintes reprises qu'elles étaient incapables de la donner librement.
Je pouvais reconnaître que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang, mais de respect mutuel et d'attention. Je pouvais me choisir moi-même. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je ne m'en dirais pas une place à une table où je n'étais pas désiré. Je n'exposerai pas les manipulations de Théo à des gens qui avaient activement participé à mon exclusion. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Au lieu de cela, je leur laisserai quelque chose qui parlerait plus fort que n'importe quelle explosion émotionnelle. Je leur laisserai la vérité et la certitude que j'avais cessé de jouer selon leurs règles. La famille continua de manger, la conversation reprenant progressivement alors qu'ils décidaient collectivement d'ignorer la scène inconfortable. Théo racontait une histoire sur un client difficile, gesticulant avec sa fourchette, se délectant d'être au centre de l'attention comme toujours. Je pris une profonde inspiration et m'avançai, n'attendant plus dans l'embrasure de la porte, mais entrant dans la pièce avec détermination. Mon mouvement attira leur attention, les conversations s'interrompant tandis que tous les regards se tournaient vers moi. Je me dirigeai directement vers le sapin de Noël et pris mon cadeau pour Théo. La pièce était maintenant complètement silencieuse, tout le monde observant avec un mélange de confusion et d'appréhension. D'un pas mesuré, je m'approchai de la table, le paquet emballé entre mes mains. Je me tins directement derrière la chaise de Théo, ressentant un étrange sentiment de pouvoir alors qu'il devait se tordre maladroitement pour lever les yeux vers moi. Pour une fois, c'était moi qui le regardais de haut. La salle à manger tomba dans un silence complet alors que je me tenais derrière Théo, cadeau en main. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix resta ferme lorsque je pris enfin la parole. « Théo, dis-je d'un ton calme et clair, je t'ai apporté quelque chose de spécial pour ce Noël. » Son expression passa de l'agacement à la lassitude. Il me connaissait assez bien pour sentir que quelque chose avait changé, que ce n'était plus la même Manon qui absorbait généralement sa cruauté avec une douleur silencieuse. « Ça peut attendre après le dîner, ma mère interjeta, sa voix tendue. Nous venons juste de commencer à manger. Non, répondis-je simplement. Ça ne peut pas. Je posai la boîte élégamment emballée à côté de l'assiette de Théo. Le papier était argenté avec de subtils flocons de neige, noués d'un ruban bleu qui correspondait à ses yeux, des yeux qui me regardaient maintenant avec suspicion. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, ne touchant pas le paquet. « Ouvre-le, suggérai-je. Ou pas. Mais dans tous les cas, regarde sous ton assiette. » Le visage de Théo pâlit légèrement. Sa main se porta instinctivement au bord de son assiette, mais il hésita. « De quoi parles-tu » demanda mon père, retrouvant enfin sa voix. « Manon, tu perturbes le dîner. »« Je perturbe le dîner » répétai-je, un petit rire m'échappant. « Pas le fait que vous ayez tous décidé que je devrais manger dans ma voiture ? Pas Théo suggérant que vous gaspilleriez une place pour moi. » Des regards inconfortables furent échangés autour de la table. Léa baissa les yeux vers ses genoux. Chloé tripota sa serviette. « Tu es dramatique, » dit Théo, tentant de reprendre le contrôle. « Ce ne sont que des places assises. Tout ne tourne pas autour de toi. »« Tu as raison, » acquiesçai-je. « Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de toi, Théo. Ça l'a toujours été. » Je désignai son assiette. « Vas-y, regarde en dessous. » Quelque chose dans mon ton dut le perturber, car Théo recula légèrement sa chaise avec une réticence évidente. Il souleva son assiette, révélant l'enveloppe couleur crème en dessous. La table regarda en silence intense alors qu'il l'ouvrait et en retirait le contenu. Son visage, toujours si contrôlé, si habitué à projeter la confiance, changea visiblement alors qu'il parcourait la première page. La couleur se vida de ses joues, puis revint alors que la colère remplaçait le choc. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix tendue. « La vérité » répondis-je simplement. Quelque chose dont cette famille n'est pas particulièrement familière. Ses yeux allèrent des papiers à moi, puis autour de la table. Pour la première fois de sa vie, Théo Dupont était sans voix. « Qu'est-ce que c'est » demanda ma mère, se penchant pour voir de l'autre côté de la table. « Rien » dit rapidement Théo, tentant de remettre les papiers dans l'enveloppe. « C'est des preuves » dis-je calmement. « Des captures d'écran de messages où Théo se vante de vous monter contre moi. Des emails où il me discrédite auprès des membres de la famille. Un enregistrement du Noël précédent où il admet avoir menti sur moi pendant des années. » Sophie, la femme de Théo, fronça les sourcils et tendit la main vers l'enveloppe. « Laisse-moi voir ça. » Théo la lui retira. « Ce n'est rien. Manon invente des choses comme d'habitude.
Ah bon, demandai-je. Alors pourquoi le caches-tu? Si je mens, montre à tout le monde. La mâchoire de Théo se serra. Il savait qu'il était pris. Il y a aussi une copie du testament de grand-mère Rose, continuai-je, regardant directement Chloé. Celui qui lui léguait spécifiquement son médaillon à moi. La main de Chloé vola vers le médaillon autour de son cou. Je n'ai pas. Elle me l'a donné, balbutia-t-elle. Non, elle ne l'a pas fait, dis-je fermement. Théo t'a dit que je n'en voulais pas. Il a intercepté le testament et t'a convaincu que grand-mère avait changé d'avis. Chloé se tourna vers Théo, la confusion et la trahison naissant sur son visage. C'est vrai? Théo se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. C'est ridicule. Je ne vais pas rester assis ici à écouter ces accusations. Alors ne le fais pas, répondis-je. Mais tout le monde devrait savoir que j'ai fait des copies de tout ce qui se trouve dans cette enveloppe. J'en ai assez de protéger les illusions de cette famille sur leur fils en or. Mon père retrouva enfin sa voix. Manon, ça suffit. C'est le dîner de Noël, bon sang. Oui, c'est le cas, acquiesçai-je. Un dîner où je n'étais pas la bienvenue. Une famille où je n'ai jamais vraiment été la bienvenue. Je reportai mon attention sur Théo, qui serrait maintenant l'enveloppe si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Regarde à nouveau sous ton assiette, ordonnai-je. Avec une réticence visible, il souleva son assiette une fois de plus, révélant une petite note manuscrite que j'avais placée sous l'enveloppe. Lila, dis-je. Les yeux de Théo parcoururent la note, son expression se durcissant. Comme il ne parlait pas, je récitai les mots que j'avais écrits quelques heures plus tôt, c'est la dernière fois que j'essaierai de vous faire me voir. La dernière fois que je me battrai pour une place dans cette famille. Je vous libère du fardeau de faire semblant de vous soucier de moi, et je me libère du fardeau de chercher votre approbation. Le silence qui suivit fut profond. Autour de la table, les expressions allaient du choc au malaise, aux premiers éclairs de compréhension. Je fis un pas en arrière, observant la scène une dernière fois. Le couvert parfait, la famille réunie sans moi, la manifestation physique de ce qui avait toujours été émotionnellement vrai. Joyeux Noël, dis-je doucement. Profitez bien de votre dîner. Sur ce, je me retournai et marchai d'un pas ferme à travers le salon, récupérant mon manteau et mon sac à main. Personne ne me suivit. Personne ne m'appela par mon nom. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, j'entendis des voix fortes provenant de la salle à manger, le début de ce qui serait sans aucun doute une conversation compliquée. Mais ce ne serait plus ma conversation. L'air hivernal était vif sur mon visage alors que je marchais vers ma voiture. La neige avait commencé à tomber pendant que j'étais à l'intérieur, saupoudrant le monde d'un manteau blanc et pur. Je m'assis au volant un instant, regardant les flocons tourbillonner dans la lueur de la lumière du Porsche. Puis je démarrai le moteur, fermai la porte de la voiture derrière moi et m'éloignai de la maison où j'avais grandi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je m'enregistrai à l'hôtel du Parc, à Lyon, 20 minutes après avoir quitté la maison de mes parents. C'était l'un des rares endroits ouverts le jour de Noël, accueillant les voyageurs et, apparemment, les exclus de la famille comme moi. Le hall était décoré avec goût pour les fêtes, un grand sapin scintillant dans un coin et des chants de Noël doux jouant par des haut-parleurs cachés. Juste vous ce soir, demanda la réceptionniste, une femme de mon âge environ avec un sourire aimable et un badge indiquant Béatrice. Oui, répondis-je, soudain consciente de l'apparence que cela donnait en m'enregistrer seul dans un hôtel le soir de Noël, toujours vêtu d'une robe de soirée, sans bagage à part mon sac à main. J'ai eu un changement de plan. L'expression de Béatrice était professionnellement neutre, mais ses yeux contenaient de la compréhension. Je vous ai mis dans une chambre avec vue sur le parc. Le restaurant sert un dîner de Noël spécial jusqu'à 21h si cela vous intéresse. Je la remerciai et pris la carte clé, reconnaissante de sa discrétion. Dans ma chambre, je retirai mes talons et m'assis sur le bord du lit, les événements de la soirée repassant dans mon esprit. La douleur était toujours là, une légère douleur derrière mes côtes, mais elle était accompagnée de quelque chose d'inattendu, un soulagement. Mon téléphone commença à vibrer presque immédiatement. Le premier message venait de Léa. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Théo est en train de paniquer. Tu vas bien? Je ne répondis pas. Ma mère appela ensuite. Quand je ne répondis pas, elle laissa un message vocal. Manon, ce comportement est complètement inacceptable. Tu as gâché le dîner de Noël et tu as bouleversé tout le monde.
Rappelle-moi immédiatement pour que nous puissions discuter de la façon dont tu vas t'excuser auprès de Théo. Je supprimai le message. Mon père envoya un message, ta mère est très contrariée, s'il te plaît, appelle. J'éteignis mon téléphone. Après une douche, j'enfilai le peignoir de l'hôtel et commandai le service en chambre. Le dîner spécial de Noël arriva sur un plateau couvert, dinde avec sauce aux érelles, purée de pommes de terre, haricots verts et une tranche de tarte à la citrouille. Je mangeais près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur le parc en contrebas. Les lumières de Noël se reflétaient sur le sol blanc en éclats de couleurs. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé passer le soir de Noël, mais il y avait une étrange paix dans la solitude. Pas de marche sur des œufs, pas de préparation à la prochaine pique de Théo, pas de prétendre que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. J'ai rallumé mon téléphone vers 21h, me préparant à d'autres messages. Il y avait plusieurs appels manqués de mes parents et une douzaine de messages de divers membres de la famille. Mais un message attira mon attention. Il venait de Chloé, on peut parler? Pas du médaillon. De Théo. J'hésitai, puis répondis, demain, café au café littéraire, 10h. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai commandé le petit déjeuner dans ma chambre et j'ai passé du temps à écrire dans mon journal sur la veille une pratique que le docteur Fournier avait encouragée. Écrire l'exclusion, la cruauté de Théo et ma décision de partir m'a aidé à consolider ma détermination. Ce n'était pas une réaction émotionnelle passagère, c'était une étape nécessaire vers la guérison. Chloé était déjà au café littéraire quand je suis arrivé, tripotant une serviette, le médaillon de grand-mère étrangement absent de son cou. Elle leva les yeux en me voyant approcher, son expression un mélange de culpabilité et de nervosité. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. « Pourquoi voulais-tu me voir » demandai-je, non pas méchamment, mais sans offrir non plus de pardon facile. Chloé prit une profonde inspiration. « Après que tu sois parti, tout s'est effondré. » Théo a essayé de détruire les papiers, mais Sophie les a saisis en premier. Elle en a lu une partie à voix haute. Les yeux de Chloé rencontrèrent les miens. « C'est vrai qu'il t'a dit que je me moquais de ta robe au mariage de notre cousin Pierre ?» Je hochai la tête. « Et que tu disais que ma carrière n'était qu'un passe-temps jusqu'à ce que je trouve un mari ?» Je n'ai jamais dit ça. Chuchota Chloé. J'ai toujours admiré ton travail. Je dis aux gens que ma cousine est cet architecte incroyable qui conçoit des bâtiments durables. Et je n'ai jamais dit que tu étais trop instable pour gérer le médaillon de grand-mère, répondis-je. C'était Théo aussi. Des larmes remplirent les yeux de Chloé. Il nous a montés les uns contre les autres toutes ces années. Nous avons parlé pendant 2 heures, démêlant des années de malentendus et de conflits fabriqués. Chloé révéla qu'après mon départ, Sophie avait confronté Théo à propos d'autres messages dans l'enveloppe, y compris des messages à une femme qui n'était pas elle. Le dîner de Noël avait dégénéré en plusieurs disputes, Théo finissant par s'enfuir, Sophie le suivant dans une voiture séparée. Ta mère n'arrêtait pas de dire que tu exagérais, mais ton père lui a tenu tête, dit Chloé, l'air aussi surprise que moi. Il a dit qu'ils avaient trop longtemps permis à Théo de faire ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Lorsque notre rencontre se termina, Chloé me tendit une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait le médaillon de grand-mère Rose. Il était toujours destiné à toi, dit-elle simplement. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le rendre. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone continua de s'illuminer de messages. Ceux de ma mère passèrent de demandes d'excuses à des tentatives de plus en plus désespérées de maintenir le statu quo. Nous pouvons tout mettre derrière nous si tu parles juste à Théo. Les familles ont des désaccords, mais nous devons rester unis. Tu réagis de manière excessive à un simple malentendu sur les places assises. Mon père, étonnamment, adopta une approche différente. Ses premiers messages me demandaient d'appeler ma mère, mais ils changèrent progressivement. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, écrivit-il 3 jours après Noël. Je n'ai pas bien géré les choses. J'aurais dû prendre la parole. Léa m'appela le soir du Nouvel An. Théo et Sophie divorcent, dit-elle sans préambule. Elle a trouvé d'autres messages sur son téléphone. C'est toute une histoire. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, et je le pensais. Sophie n'avait jamais été méchante avec moi, juste distante. Tu le es ? Léa sembla surprise. Son mariage qui échoue ne répare rien de ce qu'il a fait, répondis-je. C'est juste plus de douleur. Léa resta silencieuse un instant.
J'aurais dû dire quelque chose au dîner quand maman t'a dit de manger dans la voiture. Je savais que c'était mal, mais je n'ai rien dit. Non, tu n'as rien dit, acquiesçai-je, sans offrir de pardon facile. On peut déjeuner ensemble un de ces jours, demanda-t-elle avec hésitation. J'aimerais essayer d'être une meilleure sœur. J'acceptai d'y réfléchir. La communication la plus surprenante vint de ma tante Christine, qui avait toujours été fermement dans le camp de ma mère. Elle envoya une carte manuscrite qui arriva une semaine après le Nouvel An. Ce qui s'est passé au dîner de Noël m'a fait réfléchir à la façon dont nous t'avons toutes traitées au fil des ans, écrivit-elle. J'ai été complice en permettant à Théo de contrôler le récit familial. Je veux m'excuser et espère qu'un jour tu me donneras la chance de connaître la nièce que je n'ai jamais vraiment appréciée. Tout le monde n'a pas tendu la main. Les messages de ma mère se firent moins fréquents, puis cessèrent complètement quand je ne répondis pas. Plusieurs tantes et oncles maintinrent un silence radio, prenant vraisemblablement le parti de ma mère ou évitant simplement le drame. Théo ne me contacta jamais directement, mais j'entendis par Léa qu'il tentait de gérer les dégâts, alternant entre me dépeindre comme mentalement instable et admettant quelques exagérations tout en minimisant leur impact. 2 semaines après Noël, j'eus ma séance régulière avec le docteur Fournier. Je lui racontai tout, de l'exclusion au dîner à l'enveloppe, en passant par les conséquences. « Comment te sens-tu par rapport à ta décision maintenant » demanda-t-elle. Je considérai la question attentivement. Triste, admettais-je, mais pas de regret. C'est comme faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Et pour l'avenir? As-tu réfléchi au type de relation, si tant est qu'il y en ait, que tu veux avoir avec ta famille? Je crois que j'ai besoin de temps, dis-je lentement. Avec certains d'entre eux, comme Léa et mon père, il y a peut-être un chemin à suivre avec de meilleures limites. Avec d'autres, comme ma mère et Théo, je ne sais pas si quelque chose de sain est possible. Le docteur Fournier hocha la tête. C'est une perspective très perspicace. Guérir les relations familiales ne signifie pas toujours revenir aux mêmes dynamiques. Parfois, cela signifie en créer de entièrement nouvelles, avec des limites et des attentes claires. Et parfois, cela signifie reconnaître que certaines relations ne seront jamais saines pour vous. Alors que janvier laissait place à février, je commençais à établir ces nouvelles limites. J'acceptais des déjeuners occasionnels avec Léa, à condition qu'elle ne transmette pas d'informations à notre mère ou à Théo. J'eus un appel téléphonique prudent avec mon père, qui s'excusa à nouveau et demanda si nous pouvions nous rencontrer en personne bientôt. Je lui dis que je n'étais pas encore prête. Chloé et moi commençâmes à reconstruire notre relation, découvrant que sans l'ingérence de Théo, nous avions en fait beaucoup en commun. Elle m'invita à dîner dans son appartement, où elle afficha une photo de grand-mère à un endroit bien en vue. Je veux me souvenir de qui elle était vraiment, expliqua Chloé, pas de la version d'elle que Théo a créée pour nous diviser. Je maintiens ma distance avec ma mère et Théo. Ce n'était pas facile, il y avait des jours où je doutais de moi, où d'anciens schémas de pensée suggéraient que j'étais trop dur, que la famille devrait tout pardonner. Ces jours-là, je relisais mon journal du soir de Noël, me rappelant exactement ce qui s'était passé et ce que cela m'avait fait ressentir. Au moment où le printemps arriva, apportant les cerisiers en fleurs au parc devant la fenêtre de mon appartement, j'avais créé un nouveau type de structure familiale, une basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, une où ma voix comptait, une où une place à table était inconditionnelle, sans accepter les mauvais traitements. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des conversations difficiles, encore des moments de chagrin pour ce qui aurait pu être. Mais pour la première fois de ma vie, je me comportais avec ma famille comme une adulte avec des limites, et non comme une enfant cherchant désespérément l'approbation. Et cela fit toute la différence. 6 mois après ce fatidique dîner de Noël, je me tenais dans mon appartement nouvellement redécoré, observant les changements avec satisfaction. Fini les couleurs sourdes et sûres que j'avais choisies pour éviter les critiques lors des visites familiales. Maintenant, les murs étaient peints d'un bleu sarcelle audacieux, des œuvres d'art que j'aimais étaient accrochées à des endroits soigneusement choisis, et des plantes prospéraient sur chaque surface. Cet espace reflétait enfin qui j'étais, et non qui je pensais que ma famille voulait que je sois. Mon téléphone tinta avec un message de Camille, une collègue devenue une amie proche après avoir appris ma situation familiale. Toujours OK pour le dîner ce soir? Marc fait sa fameuse lasagne. Je souris et confirmai. Les dîners du jeudi soir avec Camille et son mari étaient devenus un rituel précieux, une partie de la famille choisie que j'avais construite dans les mois suivant Noël. La transformation dans ma vie s'étendait bien au-delà de la décoration intérieure. Au travail,
j'avais assumé un rôle de leadership dans un important projet de logement durable, exprimant mes idées avec assurance lors des réunions au lieu de me retenir par peur de paraître trop fier, comme ma mère aurait pu dire. Mon patron avait remarqué le changement, notant que mon brillant discret obtenait enfin la reconnaissance qu'il méritait. Dans ma vie personnelle, j'avais recommencé à fréquenter quelqu'un, cette fois avec une compréhension plus claire des dynamiques relationnelles saines. Maxime, un ingénieur environnemental que j'avais rencontré au travail, appréciait ma franchise et respectait mes limites. Notre relation était encore nouvelle, mais bâtie sur une base de respect mutuel que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Mes séances hebdomadaires avec le docteur Fournier se poursuivaient, bien que nous ayons récemment discuté de passer à des rendez-vous bimensuels à mesure que je développais des ressources internes plus solides. Grâce à la thérapie, j'avais appris à reconnaître et à contrer la voix intérieure critique qui ressemblait étrangement à Théo, à établir et à maintenir des limites sans culpabilité, et à me valoriser, même lorsque d'autres ne le faisaient pas. Tu as fait un travail remarquable, m'avait dit le docteur Fournier lors de notre dernière séance, en particulier en distinguant le pardon et la réconciliation. Cette distinction avait été cruciale pour mon processus de guérison. J'en étais venu à comprendre que pardonner à ma famille, au sens de libérer ma colère et mon ressentiment pour mon propre bien-être, ne signifiait pas nécessairement revenir au même schéma toxique. Je pouvais leur souhaiter du bien sans me soumettre à d'autres préjudices. Le paysage familial avait changé radicalement en ces 6 mois. Le divorce de Théo et Sophie avait été prononcé, et il avait déménagé à Marseille pour un nouveau départ, selon Léa. Sans sa manipulation constante, les autres relations familiales avaient eu de la place pour évoluer. Mon père et moi nous rencontrions maintenant pour déjeuner toutes les 2 semaines. Nos premières conversations avaient été maladroites, chargées d'une histoire non dite, mais nous avions progressivement établi une nouvelle connexion, plus honnête. Lors de notre 3e déjeuner, il avait finalement abordé le sujet qui fâchait. « Je t'ai manqué en tant que père, dit-il, la voix rauque d'émotion. J'ai laissé Théo dicter la façon dont nous te traitons parce que c'était plus facile que de lui tenir tête, ou à ta mère. Je me suis dit que je maintenais la paix, mais en réalité, je n'étais qu'un lâche. » J'avais tendu la main sur la table et serré la sienne, les yeux humides. « Merci de dire ça. Nous n'étions pas complètement guéris, peut-être ne le serions-nous jamais, mais nous construisions quelque chose de nouveau sur une base de vérité plutôt que de faux semblants. Léa et moi nous étions aussi rapprochés, notre relation évoluant vers quelque chose de plus fraternel qu'elle ne l'avait jamais été pendant notre enfance. Elle m'avait récemment confié qu'elle était elle-même en thérapie, travaillant sur son rôle de « bébé de la famille » et la façon dont elle avait été à la fois privilégiée et infantilisée. Je n'avais jamais réalisé à quel point les dynamiques familiales m'avaient affecté avant que tout n'explose à Noël, admit-elle lors d'une randonnée le week-end. J'ai toujours pensé que j'avais de la chance d'être la petite dernière, mais maintenant je vois comment cela m'a limité aussi. Chloé était devenue une alliée inattendue. Après avoir rendu le médaillon de grand-mère, elle avait fait des efforts constants pour reconstruire notre confiance, ne forçant jamais, mais toujours présente. Nous avions découvert un intérêt commun pour la généalogie et travaillions ensemble pour documenter les histoires de notre grand-mère avant qu'elle ne soit perdue dans le temps. Ma mère est restée la relation la plus difficile. Après des semaines de silence suite à Noël, elle m'avait finalement contacté avec des excuses soigneusement formulées mais peu sincères. « Je suis désolé si tu t'es senti blessé par la disposition des places assises. » Lorsque je n'ai pas immédiatement accepté ce rameau d'olivier, elle a alterné entre les tentatives de culpabilisation, la colère et finalement une reconnaissance à contre-cœur qu'elle avait peut-être été, un peu insensible. Nous nous étions parlé 2 fois au téléphone depuis, des conversations brèves et superficielles qui évitaient tout sujet significatif. J'avais décliné 3 invitations à des réunions de famille, pas encore prête à tester ses os. Ma mère interprétait cela comme une punition plutôt qu'une autoprotection, mais j'apprenais à laisser ses interprétations être son problème, pas le mien. La saison des fêtes approchait, apportant de nouvelles considérations. Le 14 juillet, la Toussaint, et finalement Noël, exigeraient tous des décisions concernant l'implication familiale. Mais contrairement à l'année précédente, j'abordais maintenant ces décisions depuis une position de choix plutôt que d'obligation. Pour la première fois, j'organisais un rassemblement du 14 juillet dans mon appartement, invitant des amis et des membres de la famille choisie qui avaient démontré leur respect pour mes limites. Mon père serait là, ainsi que Léa et Chloé. Ma mère n'avait pas été invitée ou une décision qui avait provoqué une autre série de messages sur la loyauté familiale, mais je suis resté ferme. Peut-être le changement le plus profond était-il interne. L'anxiété constante, le besoin de préparer des défenses pour les rencontres familiales,
la peur anticipée avant toute interaction avec Théo, tout cela avait considérablement diminué. À leur place se trouvait une confiance tranquille, une connaissance que je pouvais me faire confiance pour maintenir des limites appropriées. Je porte le médaillon de grand-mère Rose maintenant, pas tous les jours, mais lors d'occasions qui me semblent significatives. L'ovale en argent contient une minuscule photo d'elle dans sa jeunesse, souriant avec les mêmes yeux que je vois parfois dans le miroir. Je le touche et j'imagine sa fierté en me voyant enfin me défendre. Un soir de début d'été, je m'assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil, mon journal ouvert sur mes genoux. J'avais pris l'habitude de réfléchir à mes progrès, notant les moments de croissance ainsi que les défis. Ce soir-là, j'écrivis, je pensais autrefois que la famille était quelque chose dans laquelle on essaie, une constellation fixe qu'il fallait naviguer, peu importe ce que cela nous faisait ressentir. Maintenant, je comprends que la famille, la vraie famille, est bâtie sur des actions, pas sur le sang. Elle est créée par le respect, la gentillesse et le soutien mutuel. Certains de mes parents de sang ont gagné une place dans cette nouvelle définition de la famille. D'autres non. Et c'est bien ainsi. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que je n'ai pas besoin de me mettre en feu pour réchauffer les autres. Ma valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance de ma famille. Ma place dans le monde ne dépend pas d'avoir un siège à leur table. Je peux construire ma propre table, l'entourer de personnes